Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. La nuit descend sur la route 180 au nord du Nouveau-Brunswick. Autour de nous, la silhouette régulière des plantations de conifères. Une forêt artificielle sur laquelle on pulvérise chaque année des dizaines de milliers de kilogrammes de glyphosate. Les gouvernements ont donné le contrôle de notre forêt publique aux grosses compagnies. Le but d'une industrie, c'est de faire des sous, puis c'est de faire des profits. Puis on sent que c'est peut-être à n'importe quel prix. Cette histoire parle de pesticides, mais aussi d'exploitation de terres publiques, d'influence, de censure et d'une petite communauté acadienne du nom de Kedgwick. Depuis 25 ans, la famille Arpin organise des expéditions de canots sur la rivière Restigouche. Son eau limpide est reconnue mondialement pour la pêche au saumon. Cette région splendide attire des milliers de touristes depuis des décennies. C'est certain que toute notre vie est alentour de ça, puis qu'on veut la protéger, on veut en prendre soin. Prendre soin de cette région est devenu pour eux un combat. À moins de 5 kilomètres de leur maison, le paradis de Francine Lévesque et d'André Arpin se transforme en un paysage de désolation. Jusqu'à une centaine de camions de bois défileraient ici chaque jour. J'ai juste besoin d'être dans ma cuisine, je me lève la tête, je vois des camions, je vois des camions, je vois des camions. Ça finit pas. Fait que là, je me suis dit, il y a une fin à ça, ça se peut pas. Ça se peut pas être illimité. L'industrie forestière est un secteur crucial de l'économie du Nouveau-Brunswick. Elle génère des retombées de presque 2 milliards. Cette petite province est celle qui pulvérise du glyphosate de façon la plus intensive sur les forêts publiques au Canada. Le biologiste Marc-André Villard observe attentivement l'écosystème de cette forêt depuis des années. Quand on survole le Nouveau-Brunswick, on peut très bien voir que chaque hectare de forêt, ou presque, est aménagé. Et c'est un mode de foresterie, comme on disait, qui est très intensif, peut-être le plus intensif au Canada. Cette foresterie intensive vient avec 2 pratiques controversées. La coupe à blanc, encore quasi systématique au Nouveau-Brunswick, avec tout ce qu'elle entraîne d'effets néfastes. Et une arme chimique, le glyphosate. En forêt, on l'appelle un phytocide. On le pulvérise chaque année sur en moyenne 15 000 hectares de forêt coupée pour tuer les feuillus et favoriser la pousse des conifères, plus rentable pour l'industrie. Un outil pour les uns, un poison pour les autres. J'ai pas besoin d'un bac en biologie puis en foresterie pour savoir ça. C'est 80 des coupes au Nouveau-Brunswick, c'est de la coupe à blanc. Puis là-dessus, ils disent, l'arrosage, on arrose 1,30 par année, mais ça s'accumule. Nous autres, on a une terre qui a été arrosée, ça fait 20 ans, 25 ans, il n'y a rien qui pousse là encore, tu sais. C'est fini, là. Entre 2013 et 2017, cette région a été une des plus arrosées de la province. On nous dit souvent qu'on arrose qu'une fois. Mais il y a plusieurs parcelles qui sont arrosées 2 fois et parfois 3 fois. C'est ce qui a mené des gens des 4 coins du comté de Restigouche à former le groupe Écovie. Ils sont inquiets pour la santé de leur forêt et pour celle des gens qui vivent à proximité. Ils ont de mauvais souvenirs de l'époque du DDT. On sentait ça à plein nez. Ça fait que ça veut dire qu'on le sentait sur notre peau quand il arrosait. Il arrosait le matin à 5 heures avant que le vent se lève. Quand on allait travailler dans la forêt, c'était là. Et se méfie du glyphosate. Moi, je plantais dans un champ. Les champs voisins ont commencé à arroser. Même pas de respect pour l'être humain. Fait que, faut ça cesse. Les bassins versants. Donc, c'est important, ça, de faire attention parce que la petite goutte d'eau qui tombe dans la montagne finit dans la rivière, puis c'est l'eau qu'on boit. On est en train d'en faire un monopole d'épinettes. Puis c'est pas ça que la nature nous a donné.
Puis nous autres, on voudrait que ça soit respecté. Écovie a vu le jour dans la cuisine de Charles Thériault, candidat du Parti vert aux dernières élections provinciales. Ce documentariste a produit une série de vidéos sur l'état de la forêt publique. Il me semble que c'est pas juste. L'abus, l'arrosage, il y a beaucoup de controverses. Il a été un des premiers à remettre en question la pulvérisation. On veut en mettre fin parce que partout autour du monde, on commence à reconnaître que le glyphosate a un impact incroyable sur notre santé et sur la santé de notre forêt, surtout que ça tue toute biodiversité pour être capable de garantir le profit des compagnies. Sa conjointe, Betty Saint-Pierre, est une ex-travailleuse en forêt. Quand ça a été arrosé, là, ça ne te tente pas d'aller ramasser une noisette. Puis quand on voit une petite pancarte, terrain arrosé, défense de ramasser les petits fruits. Le chevreuil, il sait pas lire, lui. Charles et Betty voient la forêt se transformer sous l'effet de son exploitation intensive. Je te dirais bien, moi, que 15-20 ans passés, en dessous de mon sous-bois, je mettais plein de mangeoires à oiseaux, puis j'en avais des centaines. Puis aujourd'hui, si j'ai 3-4 oiseaux à ma mangeoire, je me trouve chanceuse. L'arrosage tue, et tue de façon efficace. Ça fait des années que des citoyens réclament la fin de l'épandage sur les terres publiques sans parvenir à faire fléchir l'industrie. Il y a deux camps ici. Il y a des gens qui ont une idéologie. Il y a une perception de la forêt, puis c'est difficile à changer cette idée. Moi, je regarde ça surtout dans une façon, oui, commerciale. Mike Légère est directeur général de Forêt Nouveau-Brunswick, la voix de l'industrie dans la province. Tant que les gouvernements approuvent le glyphosate, dit-il, l'industrie est en droit de s'en servir. On fait attention, on lit la mode d'emploi, on suit les règlements. L'application puis l'épandage de glyphosate, c'est très strictement contrôlé au niveau du fédéral puis aussi au niveau provincial. Même s'il est approuvé, l'épandage du glyphosate a un impact non négligeable sur l'environnement, croit Marc-André Villard. Le biologiste a enseigné pendant 22 ans à l'Université de Moncton, mais c'est dans la forêt acadienne qu'il a mené ses travaux. Il s'est demandé jusqu'où on peut exploiter la forêt de manière aussi intensive sans compromettre son potentiel de conservation. Au-delà d'une certaine proportion, on va compromettre la richesse de la biodiversité et on compromet certains processus écologiques. Par exemple, nous, on s'est rendu compte qu'il y a des espèces d'oiseaux qui freinaient carrément leur mouvement à l'approche des plantations, qui refusaient ou qui semblaient éviter de se déplacer à travers les plantations de conifères. La forêt a besoin de cette richesse pour se maintenir et se régénérer. Et c'est même dans l'intérêt de l'industrie afin qu'elle reste exploitable. Mais les craintes du biologiste ne sont pas partagées par l'industrie. Ça va revenir. Ça prend à peu près 5, peut-être 7 ans avant que ça revienne. Ça fait il y a de la biodiversité dans des plantations. Ça fait c'est faux, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas tout à fait ce que les travaux de Marc-André Villard semblent indiquer. Le résultat, c'est qu'on a une forêt qui est très contrastée, avec des plantations qui sont très simplifiées par rapport à la forêt naturelle. Donc, par rapport à la biodiversité, c'est sûr que ce type de traitement-là a des impacts. Prince there, Dr. Marc-André Villard is a biologist. He joins me from our Moncton studio. Dr. Villard... Marc-André Villard n'est pas le seul à contredire l'industrie. Rod Cumberland a payé durement le prix de ses positions sur l'usage du glyphosate en forêt. Pour lui, c'est devenu une bataille très personnelle. On veut des gens qui ont le courage de leurs opinions, ce qui semble rare dans cette province. Et les gens qui en ont, ils se retrouvent au chômage. Car s'en prendre à l'épandage d'herbicides au Nouveau-Brunswick n'est pas sans risque.
Rod Cumberland a découvert ce qui arrive quand on attaque l'industrie forestière de front au Nouveau-Brunswick. Pendant 15 ans, il s'est bâti une solide réputation à titre de biologiste de la faune. Au ministère des Ressources naturelles, il suit la population de chevreuils et les ravages, les endroits où ils se réfugient l'hiver. Mais quelque chose d'imprévu se produit. Tout d'un coup, la moitié des ravages sont déserts. On s'est tous demandé pourquoi. Personne ne comprenait. Le biologiste s'attend à trouver des chevreuils là où la forêt qui a été coupée se régénère naturellement. À ma grande surprise, les 2/3 des zones de régénération où auraient dû se trouver des chevreuils étaient maintenant des plantations, arrosées d'herbicides. Et, on le sait, l'herbicide tue les feuillus et les broussailles, précisément ce dont les chevreuils ont besoin pour se nourrir. Une fois arrosées, selon lui, ces zones deviennent trop pauvres pour les chevreuils. Il restait seulement 15 % de nourriture convenable pour les chevreuils. J'ai compris qu'on avait un sérieux problème. Le biologiste est convaincu d'avoir trouvé une des raisons qui explique l'exode des chevreuils. Ça représente 32 000 tonnes de nourriture pour les chevreuils. C'est l'équivalent de 300 camions bennes. Ça signifie qu'on pulvérise en 1 an ce qui pourrait nourrir le tiers de la population des chevreuils. C'est considérable. Dès qu'il prend sa retraite, Rod Cumberland commence à remettre publiquement en question l'usage du glyphosate. We've saved all these deer yards. Why are there no deer in the deer yards? Le biologiste voit ces données mises en doute. On lui reproche ses attaques irresponsables. L'accusation vient de J.D. Irving, le plus grand joueur de la province, loin devant le reste de l'industrie forestière. Une des familles parmi les plus riches au Canada. Elle détient des intérêts, entre autres, dans le pétrole et dans les médias. Irving gère plus de 10 000 km² de forêt publique et défend ses pratiques. Based over years and decades of experience in forestry management, the family has really felt the best practice to allow us to do that was through these practices that you're talking about. Non seulement Irving tient à ses pratiques, l'entreprise forestière veut plus d'accès à des zones de conservation traditionnellement réservées à la protection de l'habitat pour la faune. On parle de forêts qui se sont régénérées, de ravages, de zones tampons, de parcelles qu'on préserve pour protéger la faune. Ils ont coupé tout le reste, sauf ce dernier 30 % de forêt, et ils voulaient y avoir accès. Le pouvoir de la famille Irving semble considérable. Dans une lettre adressée directement au premier ministre, Irving laisse planer la menace de perte d'emploi s'il n'obtient pas accès à des zones de conservation. Il se plaint de la résistance opposée par le ministre des Ressources naturelles, Bruce Northrop, à son projet. Quelques semaines plus tard, celui-ci se fait montrer la porte du ministère. I don't think some people wanted me in that department, and obviously that was the premier of the day's decision. Le gouvernement capitule. 1 an plus tard, dans un protocole d'entente que le gouvernement a d'abord gardé secret, il s'engage à assurer la viabilité de Irving et à revoir les zones de conservation en fonction des besoins de l'entreprise. More wood, more pulp. Les Néo-Brunswickois apprennent des semaines plus tard que les zones de conservation sont réduites à 23 %. C'était clair et net qu'il y avait effectivement une influence majeure de la compagnie Irving sur le contenu du nouveau plan d'aménagement. Irving se réjouit. Il faut diriger la forêt dans une façon très responsable. Et nous avons un très bon raccord en travaillant avec les universités pour faire la recherche concernant la qualité de la science sur la façon que nous dirigeons notre pays. L'un de ces universitaires est justement le biologiste Marc-André Villard, qui siège au comité scientifique consultatif de J.D. Irving, mais qui ne voit pas les choses du même œil. C'est à ce moment qu'il critique le nouveau plan publiquement. You're being very outspoken here.
Are there consequences for that so far as JDI is concerned? Je sentais que là, la balance allait vraiment du côté de l'exploitation intensive sur les terres publiques. Et quand on parle de terres publiques, moi, ça me concerne comme chercheur, certainement. Comme citoyen aussi, mais je me suis exprimé comme chercheur parce que j'avais effectivement des données à long terme sur les effets de la foresterie intensive. Quelles ont été les conséquences de vos parents? Bien, évidemment, sans surprise, j'ai été éjecté du comité. Après l'éjection de Marc-André Villard, après le limogeage du ministre, c'est au tour de la médecin hygiéniste en chef de perdre subitement son emploi. Le gouvernement invoque un cas de ressources humaines, mais cela survient juste au moment où elle se penche sur l'usage du glyphosate. L'indignation du public monte d'un cran quand la vérificatrice générale critique à son tour le gouvernement sur les pratiques forestières. Elle en dénonce le coût élevé pour les contribuables. C'est le gouvernement qui paye pour l'arrosage depuis le début, parce qu'on veut aider l'industrie à être rentable. L'arrosage est payé par nos taxes. Puis ça, c'est une chose, hein, de payer son propre poison, là, ça fait pas aucun sens. Le mouvement d'opposition prend de l'ampleur dans la province. Le groupe Arrêtons l'arrosage voit le jour à son tour. Mais il y a un autre moment décisif. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer classe le glyphosate cancérigène probable. L'industrie réplique. Elle lance, de concert avec le gouvernement, le site infoforêt.ca pour éduquer la population sur le glyphosate. C'était pourquoi on a fait ça. C'est incroyable comment est-ce que les gens sont pas tellement bien informés là-dessus. Puis, c'est comprenable. C'est pas des gens qui travaillent dans la forêt, c'est pas des experts. Puis des fois, ils vont former des opinions qui sont fondées sur des désinformations. Infoforêt s'appuie sur un expert de renom, le professeur émérite de l'Université de Guelph, Len Ritter. Yeah, so the kinds of herbicides that are used vary from application to application, but the one that's attracted the greatest attention here in New Brunswick in particular has been glyphosate. Un discours rassurant qui a des allures de déjà-vu au Canada. Ça fait plus de 60 ans qu'on pulvérise des pesticides sur les forêts canadiennes. Un des plus dangereux a été sans conteste le 2,4,5-T, contaminé avec des dioxines, un puissant cancérigène. Agent Orange, a quick and dirty mixture of two herbicides, 2,4-D and the much more powerful 2,4,5-T. C'est un des ingrédients, entre autres, de l'agent orange, rendu tristement célèbre pour son usage par l'armée américaine au Vietnam. Les États-Unis l'ont banni à la fin des années 70. Mais Santé Canada a continué de l'approuver jusqu'au milieu des années 80. J.D. Irving Limited bought 800 gallons of that province. Irving en avait profité pour en acheter 800 gallons pour les épandre sur les forêts du Nouveau-Brunswick. Un des toxicologues à Santé Canada à l'époque s'appelle Len Ritter. Pendant sa carrière, le toxicologue, reconnu mondialement par ses pairs, a souvent défendu l'usage des pesticides et d'autres produits chimiques, ce qui lui a valu des critiques acerbes. Par exemple, quand l'Ontario l'a choisi pour mener une enquête sur des travailleurs exposés à l'agent orange. How could have you appointed somebody to head this up who was working for the very department that allowed the use of Agent Orange and eventually became the head of it at that time? Vous êtes au courant que M. Ritter est quand même un monsieur controversé dans son milieu? Bien, c'est sûr, quand tu travailles dans ce domaine-là, que tu vas attirer la controverse. C'est normal. Le nom de Len Ritter apparaît dans les Monsanto Papers, ces documents internes révélés au public lors de procès retentissants aux États-Unis. Le professeur fait partie d'une liste d'experts sur qui Monsanto dit pouvoir compter pour défendre le glyphosate. Il est décrit par le fabricant comme quelqu'un qui livre les interprétations et les messages qu'on veut mettre de l'avant sur ce sujet. Len Ritter n'a pas répondu à nos courriels. Infoforêt s'appuie aussi sur des chercheurs du ministère fédéral des Ressources naturelles. We all share responsibility for communicating what it is we're doing in the woods and why. Qui défendent la position de l'industrie. All of that data leads to the consistent conclusion that it does not pose an environmental risk or a risk to wildlife species.
Certains de leurs travaux ont été financés par des fabricants d'herbicides, dont Monsanto, ainsi que par Irving. C'est pas hors du normal. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont subventionnés, leur recherche est subventionnée par des compagnies. Je ne crois pas que ça démontre que, comme scientifique, que ça va créer un préjugé, un bias dans leur recherche. Le site omet toutefois de divulguer les liens de ces chercheurs avec Monsanto et avec Irving dans le passé. Le biologiste Marc-André Villard ne cache pas que certains de ses travaux et ceux de ses étudiants ont été financés en partie par Irving. Mais ces fonds ont été coupés lorsqu'il a été éjecté de son comité scientifique. Irving n'a pas voulu commenter. La compagnie n'accepte pas certains points de vue et veut contrôler ce qui est dit publiquement, même si on a comme professeur, chercheur, la liberté académique. Donc ça, c'est pas accepté par la compagnie. Le site Infoforêt ne fait aucune allusion à ses travaux sur l'impact négatif de la foresterie intensive sur la biodiversité. What is forestinfo.ca? Infoforêt.ca, c'est de la propagande. C'est un site web créé pour dire aux gens que tout va bien avec le glyphosate. En juin dernier, Rod Cumberland a été congédié du Collège de technologie forestière des Maritimes, où il enseignait depuis 7 ans. Un des motifs du congédiement? On m'accuse de saper la science dans le séminaire sur la gestion de la végétation. Les gens ne réalisent pas que ce qu'on me reproche, c'est mon point de vue sur le glyphosate. Un ex-directeur général du collège a admis avoir fait l'objet de pression du conseil d'administration à son époque pour faire taire Rod Cumberland. He felt pressure to try to sanction Rod for his outspokenness. L'ancien directeur, qui enseignait toujours au collège, a été congédié à son tour pour avoir divulgué des informations confidentielles, précise l'établissement, sans plus de détails. Rod Cumberland est aujourd'hui dans une situation précaire. Il vit de petits contrats. Ça nous cause bien des problèmes. J'ai perdu ma couverture d'assurance. Et ça aura un impact sur ma retraite. Mais Rod Cumberland ne regrette rien. L'usage du glyphosate en foresterie est loin d'être exclusif au Nouveau-Brunswick. Presque toutes les provinces canadiennes acceptent cette pratique, sauf au Québec, où les citoyens ont mené une longue bataille pour le faire bannir, bien malgré l'industrie. Au retour, on vous explique pourquoi le Québec a banni l'épandage d'herbicides sur nos forêts. La dernière forêt naturelle autour de Rouyn-Noranda. Ça fait que j'ai écrit au ministère, puis c'est la compagnie qui m'a répondu. C'est pareil comme j'avais l'impression d'avoir écrit au bon Dieu, puis c'était le diable qui m'avait répondu. Il y a 20 ans, le documentaire Choc de Richard Desjardins a profondément changé la culture forestière au Québec. Ce qu'on oublie, c'est que bien avant, le Québec avait adopté une mesure quasi révolutionnaire à l'époque, la fin de l'épandage aérien de phytocides. Moi, je poserais la question, pourquoi ça a été banni? Pourquoi vous pensez? C'est la politique. Je crois que c'est la même affaire qu'on rencontre au Nouveau-Brunswick. C'est du populisme. Les gens sont tellement convaincus, ils sont un peu aveugles à les autres informations. Ils ne veulent pas tout considérer. Étiez-vous aveugle? Bien, pas du tout. Pas du tout. On a fait nos devoirs. Écoutez, on a entendu 202 mémoires. On les a épluchés. J'ai jamais travaillé fort comme ça. Luc Boutillier est un peu l'homme derrière cette décision. Il était commissaire au BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui a recommandé la fin de la pulvérisation des phytocides. La mesure est entrée en vigueur en 2001. Avant d'en arriver là, le Québec avait eu sa part de dangereux pesticides pulvérisés sur les forêts. Ce qui est sorti en audience, c'est
Vous n'êtes pas en train de nous refaire le coup du DDT ou du 2,4-T ou du 2,4-5-T. 2,4-T, 2,4-5-T, c'est le petit cousin de l'agent orange, là, où on disait, il n'y en a pas de problème, là, la végétation va revenir, puis il n'y a pas d'impact persistant sur la santé. Puis à l'usage, on s'est rendu compte, non, qu'il y en avait. Jour après jour, le BAP a entendu l'industrie agrochimique, des forestiers, des scientifiques, des environnementalistes, mais aussi des citoyens, comme son mandat l'exige. Et on a été obligé de dire, là, c'est une inquiétude qui nous apparaît réelle, manifeste, majoritaire, et non seulement ça, elle nous apparaît fondée. Au Québec, la pulvérisation aérienne a été remplacée par du dégagement mécanique, plus coûteux, mais qui a créé de l'emploi. La réponse que j'ai à ça, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans notre économie, ça ne marche pas dans notre province. Au Nouveau-Brunswick, l'industrie se dit incapable de rester compétitive sans les phytocides. Il y a des conséquences. Je peux te garantir que si on n'a pas l'accès à un outil comme le glyphosate, oui, demain, on pourrait arrêter complètement, mais il n'y aura pas d'arbre qui sera planté. Ça va résulter dans un manque de bois, assez de bois pour fournir 3 scieries ou une usine à pâte à papier. Avec un emploi sur 14 qui dépend de la foresterie dans la province, la menace des pertes d'emplois crée beaucoup d'inquiétudes dans les communautés qui en dépendent. On ne veut pas se débarrasser de l'industrie, mais on veut qu'elle comprenne que ça ne marche plus la façon que ça a toujours fonctionné. Puis on a le droit de donner notre point de vue là-dessus. Oui, on est enragé, puis oui, on veut que l'arrosage arrête, puis non, on n'arrêtera jamais de gueuler. On va gueuler tant qu'on n'aura pas réussi à gagner notre point. Pourtant, manifestations, pétitions, même une motion au Parlement, rien n'ébranle le gouvernement, dirigé depuis 2018 par un ancien chef de l'exploitation chez Irving Oil. Charles Thériault n'a pas peur des mots. Quant à lui, la province est captive de l'industrie. On dirait aussi que la population vit ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Éventuellement, tu arrives à accepter, puis tu considères même que ton capteur est un personnage bénévolent, qui va avec ton bien, même si tu es capturé. Puis, on se demande si qu'au Nouveau-Brunswick, c'est pas ça. Pour être capable de maintenir sa job, être capable de nourrir sa famille, même si des fois c'est difficile, on est mieux de fermer sa gueule puis rien dire. Est-ce que vous considérez que vous avez l'acceptabilité sociale pour le faire encore? Je dirais présentement, c'est en question, surtout au Nouveau-Brunswick. J'ai pas ma tête dans le sable. J'entends les arguments des gens. Je comprends qu'il y en a qui sont sincèrement inquiétés. Le meilleur qu'on peut faire, c'est les offrir les informations que nous avons. Mais pour Luc Boutillier, ça ne suffit pas. C'est pas une démarche où il y a quelqu'un qui prend son bâton de pèlerin et qui dit « Écoutez-moi bien, les enfants, là, voici comment ça se passe. Je vais vous expliquer ça comme il faut. Puis surtout, faites-moi confiance. » C'est pas ça, l'acceptabilité sociale. Ça, on appelle ça des relations publiques. L'ultime argument des opposants, c'est qu'il faudrait à tout le moins exercer le principe de précaution, comme l'a fait le Québec. Moi, je trouve que trop souvent, des groupes qui sont opposés à la foresterie ou n'importe quelle sorte d'exploitation de ressources, ils jouent la carte de principe de précaution trop souvent parce qu'ils ont perdu l'argument. Puis c'est la seule chose qui reste. Quand tu n'as pas la certitude scientifique, là, bien, dans le doute, tu t'abstiens. Puis ça devrait être ça pour le glyphosate. Aujourd'hui, on fait un voyage en nature. Ben, si on peut appeler ça la nature. À Kedgewick, la forêt acadienne continue de se faire ronger petit à petit. Plein de gens qui ont des chalets sur des lacs et tout. On avait tout coupé à blanc autour d'eux, en arrière d'eux, et tout ce que tu veux.
Mais en plein cœur de la région, le gouvernement a accordé un statut de protection à une importante parcelle. Ce qu'on a ici, à Downs Gulch, c'est le camp privé de pêche des Irving. Le chalet Irving, qui n'est pas loin ici, le chalet de pêche à Irving, là, la province leur a donné un 200 acres de zone protégée autour de leur chalet. En quittant le Nouveau-Brunswick, on ne peut pas s'empêcher de se demander si la forêt publique appartient toujours au public. Avec nos collègues de la Semaine verte, nous avons préparé un dossier complet avec tous nos reportages à l'adresse radiocanada.ca/glyphosate.